Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous posons une question qui touche à l'un des empires les plus fascinants, les plus contradictoires et les plus puissants que le monde ait jamais connus. Et si l'Empire français n'avait jamais disparu? Et si, au lieu de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions, de ses guerres et de ses révolutions, cet empire titanesque avait survécu, s'était adapté, avait traversé les siècles jusqu'à notre époque? Imaginez un instant une planète où la langue de Molière résonne non pas dans quelques dizaines de pays, mais dans les corridors du pouvoir mondial. Où Paris n'est pas simplement la capitale d'une grande nation européenne, mais le cœur battant d'une civilisation qui s'étend des rives de la Seine jusqu'aux confins du Pacifique. Si cette question vous intrigue autant qu'elle nous intrigue, prenez un moment pour vous abonner à Chroniques du possible et activer la cloche de notification. Parce que ce voyage ne fait que commencer et vous ne voudrez manquer aucune escale. Pour comprendre ce que l'Empire aurait pu devenir, il faut d'abord comprendre ce qu'il a été. La France a bâti au fil des siècles l'un des empires coloniaux les plus étendus de l'histoire humaine. Dès le XVIe siècle, des explorateurs français plantent leur drapeau en Amérique du Nord, au Canada, dans les Antilles, au long des côtes africaines. Sous Louis XIV, le roi Soleil, la France devient la première puissance continentale d'Europe, rayonnant culturellement, militairement, diplomatiquement sur l'ensemble du monde occidental. Au XVIIIe siècle, l'Empire s'étend à son apogée. Louisiane, Inde française, îles de l'océan Indien, vastes territoires africains. Mais cet empire est fragile. Il est miné de l'intérieur par des inégalités croissantes, par une monarchie de plus en plus déconnectée de son peuple, par des finances publiques exsangues. En 1789, la Révolution éclate. Elle renverse l'ancien régime, décapite le roi, proclame les droits de l'homme et dans le même mouvement, sème les graines d'une instabilité chronique. Napoléon Bonaparte surgit du chaos révolutionnaire comme une comète, reconstruit un empire à sa propre image, conquiert une grande partie de l'Europe avant de s'effondrer à Waterloo en 1815. La France reste une grande puissance, reconstitue même un second empire colonial sous Napoléon III, puis sous la Troisième République. Mais le XXe siècle sonne le glas. Deux guerres mondiales saignent le pays. Les mouvements d'indépendance déchirent l'empire et en 1962, avec la décolonisation de l'Algérie, le grand empire français entre définitivement dans l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la réalité que nous connaissons. Mais l'histoire, comme la vie, tient parfois à un fil. Ce fil, il est tendu en juin 1815, sur les plaines de Waterloo, en Belgique. Ce matin-là, tout est encore possible. Napoléon dispose d'une armée de 120 000 hommes. Wellington tient ses lignes avec l'armée britannique. Les Prussiens de Blücher approchent, mais ils ne sont pas encore là. Et si, dans cet instant suspendu, la cavalerie française avait enfoncé le centre allié avant l'arrivée des renforts prussiens? Et si Ney avait lancé la charge au bon moment? Et si la pluie de la veille n'avait pas retardé l'artillerie française sur un sol détrempé? Dans notre scénario, Napoléon remporte Waterloo. Il ne s'agit pas d'une victoire totale, définitive, qui lui offrirait l'Europe sur un plateau d'argent. L'histoire est rarement aussi généreuse. Mais c'est une victoire suffisante pour briser la coalition, imposer une paix de compromis et permettre à l'Empire français de survivre. Napoléon, vieillissant mais toujours stratège, comprend qu'il ne peut plus conquérir. Il choisit de consolider. Et c'est là que tout bascule. Dans les premières années qui suivent cette paix négociée, les conséquences sont immédiates et profondes. L'Empire français, soudainement stabilisé, entreprend une transformation qu'il n'aurait jamais pu accomplir dans la tourmente de la défaite. Napoléon, en homme d'État autant qu'en militaire, sait que la survie d'un empire tient moins à ses armées qu'à ses institutions. Il consolide le code civil qu'il a lui-même créé en l'étendant à l'ensemble des territoires sous influence française. Il modernise l'administration, crée des universités dans les capitales de l'Empire, unifie les systèmes de mesure, de monnaie, de droit commercial. La France devient le laboratoire d'une modernité rationnelle et centralisée que le reste de l'Europe observe avec une fascination mêlée de crainte. Les puissances rivales, la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche, ne disparaissent pas pour autant. Elles s'adaptent. L'équilibre européen, fragile mais réel,
empêche de nouveaux conflits majeurs pendant plusieurs décennies. Et dans ce monde moins déchiré par les guerres napoléoniennes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les ressources humaines et économiques qui, dans notre réalité, ont été englouties par des décennies de conflits, sont ici réinvesties dans la science, dans l'industrie, dans l'exploration. La révolution industrielle qui, dans notre histoire, prend son essor en Angleterre, se développe ici sur deux fronts simultanés. Londres et Paris deviennent les deux capitales d'une modernité en compétition. Les ingénieurs français, portés par un État impérial qui valorise les grandes écoles techniques, repoussent les frontières de la vapeur, de l'électricité, du chemin de fer. En 1840, l'Empire dispose d'un réseau ferroviaire reliant Paris à Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Bruxelles. Des lignes maritimes à vapeur relient la métropole à ses possessions outre-mer avec une régularité que le monde n'a encore jamais connue. À moyen terme, c'est la géographie du monde colonial qui se transforme de manière radicale. Dans notre réalité, la France a perdu l'Inde française, la Louisiane, puis progressivement ses possessions africaines et asiatiques sous la pression britannique et les aléas politiques intérieurs. Mais dans ce monde alternatif, l'Empire stabilisé peut défendre ses intérêts commerciaux et territoriaux avec une cohérence qu'il n'a jamais eue. Les comptoirs de l'Inde française ne tombent pas aux mains des Britanniques. La Louisiane n'est jamais vendue aux États-Unis. Cette vente historique de 1803 qui, dans notre réalité, a doublé le territoire américain, n'a tout simplement pas lieu. Ce détail, en apparence anodin, reconfigure entièrement le continent nord-américain. Les États-Unis d'Amérique existent toujours. La Révolution américaine précède de loin notre point de rupture, mais leur expansion vers l'ouest se heurte à un empire français solidement implanté. La Louisiane française, le Midwest, les Grandes Plaines, tout cela reste sous administration impériale. L'Amérique du Nord devient le théâtre d'une coexistence tendue entre une jeune démocratie anglophone et un empire francophone qui s'étend de la Nouvelle-Orléans au Grand Lac. La question linguistique, culturelle, économique devient le fil directeur de ce continent divisé. Le français ne disparaît pas au Québec, il s'y épanouit, renforcé par une métropole puissante qui investit dans ses colonies du Nord. En Afrique, le tableau est plus sombre et il serait malhonnête de l'ignorer. Un empire français survivant est un empire colonial persistant. Les peuples d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est subissent une domination prolongée. Les résistances sont réelles, comme elles l'ont toujours été dans notre histoire. Mais sans les deux guerres mondiales pour épuiser les métropoles européennes, sans les mouvements d'indépendance amplifiés par la décolonisation de l'après-1945, la libération de ces peuples prend un visage différent. Plus lent, peut-être, plus graduel, mais aussi, dans certains territoires, plus négocié, moins traumatique. Ce serait une erreur de romantiser cette réalité alternative. La domination coloniale reste une domination. Mais l'histoire de l'émancipation se réécrit différemment, à des rythmes que nous ne pouvons qu'imaginer. Ce qui est peut-être le plus vertigineux à contempler, c'est l'impact de cette survie impériale sur le savoir humain et sur la science. Dans notre réalité, le 19e siècle français est une période de génie intellectuel intense, mais désordonné. Pasteur, Curie, Hugo, Zola, Flaubert, Delacroix, Debussy. La France rayonne culturellement, malgré ou à cause de ses convulsions politiques. Imaginez ce même génie national, mais canalisé par un État stable, disposant de ressources coloniales considérables et engagé dans une compétition scientifique permanente avec la Grande-Bretagne et une Prusse qui cherche à s'imposer. Louis Pasteur découvre-t-il les vaccins plus tôt? Marie Curie, née dans une Pologne qui n'appartient plus au même équilibre géopolitique, suit-elle le même chemin? Il serait vain de vouloir répondre avec certitude. Mais ce que l'on peut dire avec une certaine logique historique, c'est que les grandes institutions scientifiques françaises, l'École polytechnique, le Collège de France, l'Académie des sciences, bénéficieraient d'un soutien impérial durable, d'une stabilité que les régimes successifs de notre histoire n'ont jamais pu leur offrir. La médecine, la chimie, les mathématiques, la physique, toutes ces disciplines progressent dans un environnement où le financement ne s'effondre pas à chaque changement de régime. Et la langue française dans tout cela? Dans notre monde, le français est la langue diplomatique internationale jusqu'au XXe siècle.
avant d'être progressivement supplanté par l'anglais. Dans ce monde alternatif, où l'Empire français maintient sa présence sur plusieurs continents, où ses universités forment des générations d'élites du monde entier, le français reste, ou devient davantage, une lingua franca mondiale. Pas nécessairement au détriment de l'anglais, mais en concurrence équilibrée avec lui. Un monde où deux grandes langues de civilisation se partagent les espaces du savoir, du commerce et de la diplomatie. Et la politique mondiale? C'est ici que notre scénario devient le plus complexe et peut-être le plus troublant. Dans notre réalité, le XXe siècle est dominé par deux guerres mondiales qui reconfigurent entièrement l'ordre mondial. La montée du nationalisme allemand, le traité de Versailles, la Grande Dépression, Hitler, la Shoah, Hiroshima, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Cette séquence catastrophique est intimement liée à la fragilité des empires européens après les guerres napoléoniennes, puis après la Première Guerre mondiale. Dans notre monde alternatif, la Prusse et l'Allemagne ne suivent pas le même chemin. Avec un empire français stable et puissant à leurs frontières occidentales, les États allemands se réunifient peut-être différemment, plus prudemment, dans un cadre qui ne génère pas le même ressentiment nationaliste. Cela ne signifie pas que ce monde est sans conflit. Les tensions entre empires, les guerres de préséance, les révolutions coloniales, tout cela existe. Mais l'enchaînement spécifique qui a conduit à Auschwitz et à Hiroshima, cet enchaînement-là n'est peut-être plus inévitable. Ce serait une erreur de conclure que ce monde alternatif est meilleur. Il est différent. Et dans ces différences résident à la fois des promesses et des abîmes que nous ne pouvons pas entièrement mesurer. Alors, à quoi ressemble notre monde aujourd'hui dans cette réalité alternative? Fermez les yeux un instant et imaginez. Paris 2025. La ville lumière est aussi la ville empire. Ces boulevards haussmanniens que dans notre réalité Napoléon III a fait tracer sur les ruines des vieux quartiers médiévaux sont ici encore plus vastes, plus majestueux, flanqués d'ambassades et de ministères qui rayonnent vers 4 continents. Le Louvre n'est pas seulement un musée, c'est un palais impérial vivant, symbole d'une continuité dynastique que la Révolution n'a pas réussi à briser définitivement. La Tour Eiffel existe peut-être, ou peut-être a-t-elle été remplacée par un monument encore plus grandiose, érigé à la gloire d'un empire qui célèbre ses 2 siècles de survie. À New Orleans, capitale administrative de la Louisiane française, le créole et le français classique cohabitent dans les rues. La ville est une métropole de plusieurs millions d'habitants, carrefour commercial entre l'Empire et les États-Unis, entre l'Atlantique et les Grandes Plaines. Les universités de la Louisiane française accueillent des étudiants de tout le continent américain, attirés par un système éducatif qui porte la marque des grandes écoles napoléoniennes. En Afrique, la réalité est plus contrastée. Certaines régions ont obtenu des statuts d'autonomie progressifs au fil des décennies, négociés au terme de luttes politiques longues et douloureuses. D'autres restent sous une tutelle impériale que leurs habitants contestent avec une ardeur croissante. L'histoire de l'émancipation africaine dans ce monde est un récit en cours d'écriture, comme elle l'était d'ailleurs dans notre propre histoire, à bien des égards. Et la langue? Le français est dans ce monde ce que l'anglais est dans le nôtre, une langue de communication mondiale, un vecteur de culture et de pouvoir, mais aussi, pour beaucoup, une langue imposée qui recouvre des langues premières, des identités profondes, des résistances silencieuses. Le pouvoir des langues est toujours ambivalent. Il unit et il efface, souvent dans le même mouvement. Ce monde n'est pas un paradis. Ce monde n'est pas nécessairement meilleur que le nôtre. Mais il est fascinant dans ce qu'il nous révèle sur le fragile équilibre de force qui a façonné notre propre réalité. Chaque empire qui survit empêche quelque chose d'autre d'éclore. Chaque effondrement ouvre un espace que quelqu'un d'autre viendra occuper. L'histoire n'est pas une progression linéaire vers la liberté ou vers le progrès. C'est une conversation entre des forces contraires dont nous sommes à la fois les héritiers et les acteurs. Alors voilà la question que nous vous laissons ce soir. Si l'Empire français avait survécu, serait-ce un monde dans lequel vous auriez voulu vivre? Un monde plus stable peut-être, mais plus libre? Un monde plus savant, mais plus juste? Un monde plus français, mais moins humain dans sa diversité? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est précisément pourquoi cette question mérite d'être posée. Dites-nous dans les commentaires, quel aspect de ce monde alternatif vous intrigue le plus?
La Louisiane française, la science impériale, la géopolitique reconfigurée? Ou peut-être êtes-vous convaincu que notre monde, avec tous ses traumas, a finalement produit quelque chose que cet empire survivant n'aurait jamais pu offrir? Le débat est ouvert et il vous appartient. Si cette exploration vous a plu, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire et les grandes questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Chroniques du Possible, c'est le moment, parce que la prochaine question que nous allons explorer est peut-être la plus vertigineuse que nous ayons jamais posée. L'histoire ne prend jamais fin. Elle bifurque simplement, à chaque instant. Et ces bifurcations nous appartiennent.